Et Marianne Legnaud va nous rejoindre, présidente du directoire d'Enedis. Bienvenue, madame. Voilà. Rejoignez-nous. Ah, il y a tout un dédale pour nous retrouver. Et je vais laisser le pupitre au président Pinta qui va vous accueillir. Bienvenue à vous. Elle nous rejoint dans quelques instants. Et je vous précise que demain à 12h30 sur le stand d'EDF, il y aura la signature de la convention entre la FNCCR, Cartographie, EDF, SEI qui a été évoquée par Luc Raymond. Bienvenue madame. Je vous en prie, Xavier Pinta. Voilà, Madame la Présidente, tout d'abord, permettez-moi, vous aussi, officiellement, au nom de tous, de vous souhaiter la bienvenue à notre 39e congrès de la FNCCR à Besançon. Pour vous comme pour nous, l'intervention d'Enedis est un moment structurant de notre congrès, celui où nous discutons, je dirais, en famille, des années précédentes et des perspectives d'avenir. Alors, comme dans toutes les familles, il peut y avoir des hauts et des bas. Et en ce moment, je voudrais dire que la famille s'entend bien et je m'en félicite. On vous le doit, Madame la Présidente du Directoire, à vous et à votre équipe qui est autour de vous. Car je souhaite d'abord en premier les remercier. Remercier et féliciter les équipes d'Enedis pour leur capacité à intervenir rapidement et efficacement pour remettre en service les lignes électriques qui, on le sait, ont été très affectées par des événements climatiques que nous percevons d'ailleurs de manière de plus en plus récurrente et de plus en plus violente. C'est un sujet qui a pu susciter par le passé des tensions entre nous et qui a fait l'objet de nettes améliorations depuis. Je n'oublie pas aussi de citer les entreprises locales de distribution et les entreprises qui sont à pied d'œuvre pendant ces moments difficiles. Nous observons aujourd'hui que la sécurisation des lignes s'accroît en dépit de la récurrence d'événements climatiques exceptionnels. Nos ambitions en matière d'enfouissement de réseau restent fortes. Nous souhaitons aujourd'hui que l'effort d'enfouissement s'accroisse afin de parvenir à moyen terme à 70% des lignes enfouies pour sécuriser l'alimentation, en particulier des zones sensibles qui sont littorales ou boisées. Cela dépend en grande partie du tarif d'utilisation des réseaux, le TURP, mais aussi, je crois, me semble-t-il, de la gouvernance partagée sur les investissements que nous avons mis en place dans le nouveau modèle de contrat de concession. J'y reviendrai dans un instant. Je salue aussi, même si les médias en parlent un peu moins, la fin du déploiement du compteur Linky. Ce compteur fait désormais partie de nos foyers, nous l'utilisons tous. Il permet en effet de mener des opérations à distance. Il autorise aussi des options tarifaires nouvelles qui font le lien entre la production et la demande. C'est un élément central de la transition énergétique avec l'émergence de périodes de forte production lorsque parfois la demande est faible. Le compteur est aussi un élément clé du développement de l'autoconsommation individuelle ou collective. Il joue donc pleinement son rôle dans l'équilibre et l'évolution de notre système électrique. Je tiens aussi à remercier Enedis pour son implication dans les schémas directeurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. J'en parlais tout à l'heure, les SDIRV. La présence d'équipes locales aux différentes phases de la concertation, votre regard précieux sur les possibilités du réseau, tout ceci nous ont permis et ont permis à ces SDIRV d'être réalisés de manière précise et je crois que c'est un atout de taille pour l'avenir de la mobilité électrique. Je voudrais venir maintenant à nos contrats de concession. Depuis la signature du nouveau modèle national en 2017, nous sommes entrés dans une nouvelle époque. Comme l'a rappelé le président d'EDF, environ 96% des contrats ont été renouvelés depuis, à partir de ce modèle. Je crois que c'est un succès, ça prouve qu'il était indispensable et qu'il était bien rédigé. Je tiens à vous remercier du travail soutenu à vos équipes pour le renouvellement de ces contrats, mais également leur mise en œuvre par la suite. Cela n'avait rien d'évident, car la gouvernance partagée des investissements est une méthode très nouvelle, qui avait été souhaitée par nous, par la FNCCR, par les élus, par France Urbaine, mais qui nous faisait en quelque sorte entrer dans un secteur nouveau. Je ne vous cacherai pas que les retours sur le terrain, au début, étaient un peu variables. Il y a du très bon et parfois du moins bon. Alors, quels enseignements en tirer? D'abord que la gouvernance partagée est un dialogue constant. Personne n'y était vraiment habitué. Il a donc fallu
réinventer ce dialogue, et c'est ce que nous disent les élus, les agents des autorités concédantes. C'est parfois difficile, mais je crois que la méthode est bonne, et comme la bonne volonté réciproque, nous progressons jour après jour. Je considère que cette méthode a fait ses preuves, qu'elle est utile et efficace pour vous comme pour nous. Je suis attaché à ce que nous poursuivions ce dialogue, que tout le monde y trouve son compte. Notre ambition commune s'est déclinée en plan pluriannuel d'investissement. Ces PPI sont en train d'être renouvelés pour une nouvelle période. Cela signifie qu'il a fallu faire le bilan des précédents PPI pour pouvoir les construire à nouveau. Là encore, le diagnostic commun a permis de nous retrouver autour d'une table pour définir les bases des futurs PPI. Nous avons d'ailleurs souhaité guider les grands principes méthodologiques du suivi et du renouvellement à travers l'accord que nous allons signer tout à l'heure. Cette méthode de travail permet de mieux orienter les investissements au plus près des besoins constatés par les élus et les communes. Enedis a fait preuve de bonne volonté, s'est efforcé de satisfaire nos attentes. Nous sommes attentifs au contexte de l'inflation avec un renchérissement des coûts de matériel des matières premières. Je crois que dans ce cas, il nous paraît juste que les objectifs non atteints fassent l'objet d'analyses et de reports dans les PPI à venir. Voilà, je ne doute pas que nous parviendrons à construire, à renforcer ce dialogue vital pour nos investissements. J'en veux pour preuve l'aboutissement du protocole que nous allons signer dans quelques instants, qui aborde également la question des clauses de fin de contrat. C'était l'objet de discussions entre nous, c'était un sujet complexe qui a mené beaucoup de questions, mais là encore, notre volonté, je crois, réciproque de trouver une solution a permis d'aplanir les difficultés et d'aboutir à un texte satisfaisant pour vous et pour nous, qui a l'air de faire l'unanimité. Donc les sujets de discussion sont nombreux. Je crois que ce protocole d'accord que nous allons signer est tout à fait symbolique de la bonne volonté que vous nous avez mis dans les nouveaux contrats de concession. En fait, ils étaient faits pour réussir la transition énergétique. Et réussir la transition énergétique, on ne peut pas la penser deux fois, il faut des clauses de revoyure et le faire. Et ce protocole d'accord est le symbole même que ce que nous avions envisagé. Ces clauses de revoyure, recalibrer les choses, se sont bien passées, ce qui prouve donc le bien fondé, la vitalité de nos concessions. Madame la Présidente, merci encore beaucoup de votre présence. Et nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention. Je pense que les questions seront après nombreuses. Et je crois qu'on peut vous applaudir de votre présence aujourd'hui. Bienvenue Marianne Legnaud. Le dialogue avec Enedis reste vivant, disiez-vous en introduction. Alors effectivement, un point d'ordre pour notre agenda. La convention que vous évoquiez à l'instant, Président Enedis FNCCR sera signée à 12h15. Donc nous quitterons cette salle à 12h15. C'est à vous. Monsieur le Président, cher Xavier, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, 39e congrès de la FNCCR, vous l'avez placé sous une thématique ambitieuse et d'une très grande actualité, thématique qu'Enedis partage pleinement. La territorialisation de la transition écologique, un défi pour redessiner la France. Oui, c'est bien un immense défi écologique et industriel qui nous attend, celui que nous appelons chez Enedis la seconde électrification de la France, car c'est bien cela dont il s'agit, et dont le réseau public de distribution d'électricité, qui est votre réseau, cette infrastructure qui fait 35 fois le tour de la Terre, constitue aujourd'hui la pierre angulaire. Beaucoup de plaisir et d'honneur d'être avec vous aujourd'hui, parmi vous, en me souvenant de la thématique de votre congrès à Rennes, il y a presque 2 ans maintenant, en décembre 2022, qui était « Rebondir et nous réinventer ensemble ». Je pense que cette ambition, nous l'avons délivrée dans les 2 années qui ont passé depuis ce congrès. Rebondir, c'est ce que nous avons fait dans les multiples crises que nous avons dû surmonter ensemble. Crise climatique, mais aussi crise géopolitique, crise de l'énergie, crise d'approvisionnement, crise sociale. Celles-ci n'ont fait que renforcer et démontrer la valeur de l'ancrage local qui nous est cher, de ces valeurs de proximité, de solidarité territoriale, qui se manifestent notamment, et je sais votre attachement à cette notion, par les péréquations tarifaires. Nous l'avons fait également en déployant le nouveau modèle de contrat de concession, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce modèle concessif
à la française, il est précieux, il nous est précieux, parce qu'il porte une double dimension qui est particulièrement pertinente, d'être à la fois national, totalement national, et en même temps totalement local. Nous l'incarnons ensemble, nous y croyons, nous le défendons, car il apporte les garanties d'un service public résolument moderne et agile. Oui, car nous croyons à Enedis que le service public, c'est moderne, mais il est aussi robuste et capable de faire face aux défis de notre société, une société plus sobre, plus résiliente, plus juste, et qui permet notamment, et c'est ce que fait le service public que nous opérons, de lutter contre la fracture territoriale. C'est d'ailleurs pour répondre de manière encore plus complète, engagée et globale à ces défis et aux enjeux de la société qu'Enedis est devenu, il y a maintenant pratiquement un an jour pour jour, le 27 juin 2023, la première grande entreprise à mission du secteur de l'énergie. Pour nous, devenir entreprise à mission, ça veut dire que nous voulons porter encore plus d'attention à l'impact social, sociétal, environnemental de nos activités dans les territoires. Notre ADN, nous l'avons exprimé par la raison d'être de cette entreprise désormais à mission, raccorder la société aux défis collectifs d'un monde durable. Et nous avons pris des engagements de mission sur lesquels nous serons évalués, et parmi eux, l'engagement d'agir dans les territoires, également un engagement d'agir en collectif avec nos salariés et nos partenaires, et évidemment d'agir avec respect, en ancrant dans nos métiers la diversité des personnes, des parcours, et en préservant la santé et la qualité de vie au travail. Je voudrais d'ailleurs rappeler que l'activité industrielle d'Enedis n'est pas exempte de risques pour la santé et la sécurité des personnes, et que l'entreprise, toute l'entreprise, a été très affectée par les 2 décès récents de 2 de nos collègues, qui nous rappellent collectivement à cet impératif, protéger la vie de nos équipes et celle de nos prestataires est notre priorité absolue qui prime surtout, et je sais que vous partagez cette conviction. Alors nous sommes dans une année olympique, et ce qui nous attend, mais surtout ce que nous sommes en train de faire, c'est véritablement ensemble une course de fond pour réussir la territorialisation de la transition écologique et bâtir ensemble cette nouvelle France électrique qui permet aussi de valoriser la diversité des territoires. Alors cet exercice olympique, j'ai envie de dire que c'est à la fois un sprint, j'ai entendu, j'y reviendrai, des appels à l'accélération. La transition énergétique, c'est un sprint parce qu'elle est dans une phase d'accélération sans précédent. C'est en même temps un marathon, je dirais que c'est un sprint qu'il faut tenir dans la durée pour 2040, pour 2050. C'est aussi une course d'obstacles avec le changement climatique que nous devons pleinement intégrer dans nos activités. Mais c'est avant tout une discipline collective, une discipline d'équipe que nous devons réussir ensemble. Enedis, concédant, acteur du territoire. Nous sommes, j'en suis plus que jamais persuadée, dans le même navire. Notre premier défi, c'est celui d'assurer à tous les Français une électricité de qualité dans la durée, dans tous les territoires, en intégrant encore plus la nouvelle donne du changement climatique. Notre mission essentielle, c'est de garantir aux Français qu'ils auront, dans la durée, le temps de coupure le plus maîtrisé possible, en particulier dans les départements les plus ruraux. Pour répondre à ces ambitions de transition écologique, d'adaptation au changement climatique, mais aussi aux besoins de modernisation du réseau, j'ai cité tout à l'heure une infrastructure qui fait 35 fois le tour de la Terre. Tous les 3 ans, nous construisons un nouveau tour de Terre pour répondre à ces nouveaux besoins d'électricité, des usages, d'électrification des usages, et nous maintenons, nous rénovons un tour de Terre. Eh bien, pour faire face à l'ensemble de ces défis, nous avons prévu d'investir environ 96 milliards d'euros, des euros de 2021 d'ici 2040, soit environ 5 milliards d'euros d'investissement par an, contre aujourd'hui un peu plus de 4 milliards. Alors, l'expression de mur d'investissement a été parfois utilisée. Elle souligne le caractère très considérable de cette trajectoire, mais elle oublie un peu, par le caractère un peu soudain, le mur, c'est ce qu'on prend sans l'avoir vraiment anticipé, qu'en réalité, tout cela a été anticipé. Parce que les investissements des prédécesseurs d'Enedis,
notamment de RDF ou de la DEGS. Dans les années 90, c'est 2 milliards. Au début des années 2000, c'est 3 milliards. Il y a quelques années, et en ce moment, c'est 4 milliards, 4 milliards 5, et nous allons passer à 5 milliards. Donc il y a bien eu une montée en puissance parce que nous avons vu ces défis arriver et nous ne sommes pas en train de les découvrir. Pour garantir une électricité de qualité, en tout point du territoire, il nous faut renforcer la résilience de vos réseaux aux aléas climatiques et nous allons consacrer près de 25 milliards d'euros d'ici 2040 à cet enjeu. Comment ? Eh bien, en déployant un plan aléas climatique qui est en cours. Ce sont des actions ciblées pour rénover les 50 000 km de lignes HTA les plus exposés aux risques climatiques. C'est faire monter en puissance la rénovation programmée, ce programme qui consiste à rénover à terme 7 500 km par an de lignes HTA. Nous en sommes aujourd'hui à peu près à 4 500. Ça nous permettra de diminuer de 40% les incidents sur cette partie du réseau. Nous voulons aussi, nous sommes en train de le faire, résorber progressivement les technologies que vous connaissez bien, dites de câbles papier intégrés, qui sont très sensibles aux canicules. Et enfin, en basse tension, l'éradication des fils nus aériens devra être réalisée aussi rapidement que possible, car ils subissent 7 à 8 fois plus d'incidents que la torsade au quotidien et 10 à 20 fois plus lorsqu'il y a des aléas climatiques. Enfin, nous devons renouveler d'ici 2040 plus de la moitié du câble papier basse tension. Je pense que vous en avez tous conscience et les interventions précédentes l'ont bien souligné. Nous acheminons maintenant l'électricité dans des conditions climatiques qui sont de plus en plus difficiles et éprouvantes pour le réseau. Avec l'aide d'instituts spécialisés, en nous basant sur les modèles du GIEC et ses rapports, nous modélisons les aléas climatiques à moyen long terme. Et nous savons que nous devons nous préparer à des phénomènes croissants qui vont impacter les réseaux et la qualité d'alimentation. Regardons ce qui s'est passé en 2023. Plus de 16 tempêtes. Une année moyenne pour Enedis, c'est 3 à 4 tempêtes. C'est donc un record. Cela, oui, a affecté le critère B, donc le temps de coupure, dans plusieurs territoires, car toutes ces tempêtes ne sont absolument pas toutes classées en événements exceptionnels. Nous subissons aussi, ça a été mentionné tout à l'heure, la fragilisation des forêts qui provoque des chutes d'arbres malades et morts sur le réseau, comme ici, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Ces tempêtes, je n'y reviens pas, elles peuvent être particulièrement dévastatrices. Ciarán, Domingos, mais aussi les incendies de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi les inondations que nous n'avions jamais connues pour le réseau en Nord-Pas-de-Calais de ces derniers mois. À chaque fois, je pense que vous avez vu les équipes d'Enedis répondre présent. Un réseau enterré est précieux face aux tempêtes, mais il est aussi sensible aux crues et aux inondations. Nous devons donc bâtir notre stratégie d'adaptation en fonction des différents types de risques avec les spécialistes du climat, mais surtout sur la base d'un dialogue avec vous, concédant pour adapter au mieux ces investissements de résilience aux particularités du territoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les AODE de Bretagne, notamment, et de Normandie, dans le cadre du programme de reconstruction. Notre second défi concerne l'accélération massive et sans précédent de la transition écologique dans vos territoires. Aujourd'hui, vous le savez, 90% des énergies renouvelables produites en France, et ça comprend la petite hydraulique, à côté de l'éolien, du solaire ou de la biomasse, sont raccordées au réseau de distribution géré par Enedis. Plus de 60% d'entre elles sont situées, ces énergies renouvelables, dans des communes de moins de 2000 habitants. Et oui, cela soulève des enjeux et des défis d'aménagement et de planification territoriale. Alors, j'ai entendu différentes expressions qui invitent Enedis à accélérer le rythme des raccordements, notamment des producteurs ENR, et je voudrais rassurer les différents intervenants sur ce point. En 2019 et au début 2020, nous raccordions chaque année 2 gigawatts d'énergie renouvelable. En 2023, nous en avons raccordé 4,2 gigawatts de capacité raccordée au réseau de distribution opéré par Enedis. C'est une hausse très importante et notre défi, et ça sera sans doute pratiquement à la moitié de l'année 2024, le résultat de 2024, c'est d'aller vers 5 gigawatts
d'énergie raccordée et plus tard, si les politiques publiques sont toujours dans ce sens, vers 6 gigawatts chaque année, tout en assurant la satisfaction de nos clients et en respectant les délais. Passer de 2 à 5 ou à 6 gigawatts en 5 ans, 2020-2025, quel opérateur d'infrastructure sait faire x3 en 5 ans dans son activité? L'accélération de la transition écologique, c'est également la croissance, et le président Raymond en a parlé tout à l'heure, et je le remercie d'ailleurs du soutien indéfectible du groupe EDF à l'activité distribution, qui représente une part importante des investissements du groupe EDF. L'accélération de la transition, c'est aussi la croissance des usages de l'électricité. Aujourd'hui, 1,8 million de points de charge de véhicules électriques sont disponibles sur tout le territoire. C'est plus 45% par rapport à 2022, à fin 2023, que ce soit sur la voie publique, sur les autoroutes, pour les logements individuels ou en collectif. Ces points de charge sont disponibles parce que, c'est une évidence de le rappeler, ils ont été raccordés par les équipes d'Enedis. La décarbonation de l'industrie, qui doit nous faire passer de l'usage de molécules fossiles à l'usage de l'électricité, c'est 20% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, couplée à une réindustrialisation de l'économie française, doit contribuer à la dynamique soutenue d'électrification des procédés industriels qui vont représenter pour nous des centaines de mégawatts nouveaux à raccorder au réseau. Donc notre objectif, il est clair, n'en ayez aucun doute, c'est raccorder plus vite, c'est soutenir les zones de forte accélération des énergies renouvelables, notamment rurales, agricoles ou sur les friches, mais aussi, et avec la même attention, les zones de forte croissance de la consommation d'électricité, comme les ports, comme les zones industrielles ou comme les data centers. Pour optimiser ces délais de raccordement, n'ayez aucun doute, nous agissons sur tout un panel de solutions. Le raccordement anticipé, l'expérimentation de flexibilité, la mise en œuvre d'un nouveau plan de tension qui va nous occuper. Nous appuyons aussi sur ce savoir-faire technique dans la gestion dynamique d'un réseau, puisque c'est notre cœur de métier, et nous le pilotons de la manière la plus optimisée possible pour nous adapter en permanence, et c'est un immense changement, à ces nouveaux modes de consommation et de production en utilisant notamment beaucoup plus les données, l'intelligence artificielle et les flexibilités, en étant capable aussi de construire des postes sources express 2 fois plus vite qu'auparavant. Tout cela en étroite coordination avec RTE. Mon collègue Xavier Piézagic interviendra demain avec sa casquette de président de Think Smart Grid, mais sachez que nous travaillons de manière très étroite avec RTE pour coordonner ces programmes de travaux. Donc, des investissements massifs, importants, et sur ces 96 milliards que j'ai cités, eh bien, 23 devraient être consacrés au raccordement des consommateurs, une dizaine à l'insertion des énergies renouvelables et environ 7 à la mobilité électrique. Pour remplir ces missions, et le président Pinta en a parlé, le nouveau tarif Turpe 7 sera déterminant. Les discussions sont en cours avec la présidente et la commission de régulation de l'énergie. Ce nouveau tarif, il devra être soutenable pour les clients dans la durée, tout en finançant les investissements dont je viens de parler, ce qui nous conduit aussi à renforcer notre performance technique, opérationnelle et financière. Alors j'ai entendu également, et je partage cette préoccupation, l'appel à développer une filière française de logistique et d'approvisionnement sur le territoire français ou en Europe. Là aussi, je voudrais rassurer les intervenants précédents, parce que réussir la transition écologique, c'est une question d'investissement, bien sûr, mais ça n'est pas qu'une question d'investissement pour Enedis, c'est aussi une question de supply chain, de logistique, d'approvisionnement. Nous avons connu des mois de très forte tension sur les approvisionnements d'équipements, en particulier sur les postes de distribution achetés à BT. Sachez que nous passons de 6 000 postes nécessaires commandés et payés en 2021 à 12 000 à la fin de l'année 2024. Donc là aussi, on est sur du x2 pour répondre à tous ces nouveaux besoins, tant de production que de consommation. Qu'avons-nous fait pour anticiper et nous adapter? D'abord, je parle là
de contrats d'achat d'1 milliard d'euros entre 2022 et 2027. C'est cela dont on parle. Nous avons su élargir, par appel d'offres, le panel de nos fournisseurs qualifiés et donner de la visibilité à des équipementiers français et européens pour leur permettre de construire des usines de fabrication en France. Et donc, ces 4 nouvelles usines qui ont été construites en 2023 pour répondre aux besoins d'Enedis, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, dans le Grand Est. Et en 2024, ça sera 7 nouvelles usines en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui fait que nous allons passer de 6 usines qui travaillent pour Enedis à 18 usines. Et là, on est aussi sur du x3, donc nous savons répondre, nous savons nous adapter. La deuxième condition de réussite, au-delà de la filière industrielle, mais j'insiste sur ce point, ce sont évidemment les compétences nécessaires qui sont souvent un peu négligées dans le panorama de la transition écologique. Nous devons aussi investir dans les hommes et les femmes, recruter massivement des nouveaux salariés, assurer la transmission et le développement des compétences dans la durée et investir dans la formation à nos métiers et ce sur l'ensemble du territoire, puisque nous devons recruter près de 10 000 nouveaux collaborateurs d'ici 2027. C'est toute la filière électrique qui s'est mise en ordre de marche, toute la filière des réseaux. Et nous avons ensemble créé un programme d'action inédit qui s'appelle les écoles des réseaux pour la transition énergétique et qui vise à développer des partenariats avec des lycées professionnels dans la spécialité électricité qui intéresse nos métiers et ceux de nos partenaires. Et nous avons déjà nous aurons à la rentrée 2024 près d'une centaine de lycées pro, dont certains sur ce territoire, partenaires d'Enedis, ce qui va permettre d'avoir près de 5000 jeunes qui vont être prêts à exercer des métiers soit chez Enedis, soit chez RTE, soit chez les sociétés partenaires. Donc des nouveaux viviers aussi en reconversion, avec une attention particulière au profil féminin. Enfin, et j'en finirai par là, notre dernier défi, et le président Pinta en a parlé, je le remercie, et je le remercie pour ses mots chaleureux dans son petit mot d'introduction, c'est de continuer à faire vivre et à valoriser ce modèle concessif français pour réussir collectivement cette territorialisation de la transition énergétique. 2 ans après le congrès de Rennes, je crois que nous avons fait ensemble la démonstration que ce que nous avions signé ensemble en 2017 fonctionne. Près de 370 contrats en cours d'exécution, un taux de 96% avec des signatures encore récentes, mais au-delà des contrats, ce sont aussi les plans pluriannuels d'investissement qui ont montré toute leur utilité et toute leur diversité. Et depuis 2018, c'est plus de 100 PPI qui ont déjà été renouvelés. Et en 2024, ça sera, je l'espère, environ 80 PPI renouvelés. Chaque contrat, chaque PPI, c'est un dialogue entre les équipes de la ODE et les équipes du territoire. C'est un diagnostic technique partagé, ce sont l'expression d'ambition. Nous sommes là pour écouter les besoins que vous exprimez en lien avec les projets du territoire, son climat, son ambition et sa réalité énergétique, et dans un équilibre entre la cohésion nationale et la prise en compte de chaque spécificité locale. Nous avons la capacité d'avoir ce dialogue très riche pour enrichir à chaque instant ce service public qui change, qui bouge, qui s'enrichit, qui se diversifie autour des actions communes en matière de sobriété, de rénovation, de planification énergétique, autant de solutions dédiées que nous développons pour vous grâce à l'utilisation des nombreuses données que nous opérons. Nous avons lancé ensemble à Rennes le portail collectivité locale et je vous invite à aller sur le stand Enedis pour voir fonctionner l'espace mesures et services. Aujourd'hui, plus de la moitié des communes françaises utilisent ce portail. Et c'est bien dans cet esprit de confiance, de transparence, d'écoute. Oui, nous écoutons ce que vous dites. Et à Rennes, le président Pinta avait exprimé quelques sujets de préoccupation ou d'amélioration qui pouvaient être apportés au contrat de concession, au contrat cadre. Nous l'avons entendu et nous avons travaillé ensemble pour y apporter des solutions. Et ça sera donc dans ce protocole d'accord que nous allons signer dans quelques instants que nous pourrons acter ensemble la finalisation d'une nouvelle clause d'indemnité de fin de contrat, pérenne et conforme à la jurisprudence. Je pense qu'on peut se réjouir de ce travail collectif avec
la FNCCR, Enedis, mais aussi France Urbaine, qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Nous allons aussi mettre en œuvre une nouvelle méthodologie pour établir les plans d'investissement, donner une nouvelle impulsion aux conventions dites de l'article 8, valoriser notre coopération en matière de données, je sais que vous y êtes très attentifs, et également travailler et à ouvrir d'autres portes. J'ai entendu aussi de nombreuses expressions sur ce sujet autour de la MOA raccordement producteur en zone rurale, et donc il y avait déjà des ouvertures dans le contrat 4 précédent. Nous augmentons très significativement les seuils de ce qui était possible, et nous allons aussi sur de nouvelles expérimentations et tests dont nous fixerons les conditions ensemble et nous ferons le bilan ensemble. Donc cette capacité à écouter, à bouger, à évoluer, je pense qu'elle est partagée des deux côtés, et c'est le signe d'une relation de confiance. Le président Pintat a parlé d'alchimie en introduction, il a parlé tout à l'heure de famille. Je pense que c'est bien la même famille à laquelle nous appartenons. Et je voudrais finir en vous assurant de l'engagement sans faille des 40 000 hommes et femmes de l'entreprise Enedis qui ont cette passion, cette fierté de servir au quotidien nos territoires, de relever le défi d'un service public de qualité. Et je redis, anti-fracture sociale, parce qu'il offre le même service à chacun en tout point du territoire. Et je crois que cela, il ne faut pas le considérer comme quelque chose d'acquis, mais comme quelque chose qu'il faut défendre. Et enfin, à finir, vous le savez, hier, c'était la flamme olympique passée à Besançon par notre satisfaction, notre fierté d'être à la fois supporter officiel en distribution d'électricité des JO et Jeux paralympiques, mais surtout d'avoir accompagné l'effort exceptionnel de Paris 2024 pour diviser par 2 ces émissions de CO2. Nous l'avons fait en raccordant pour la première fois, la première fois que les Jeux seront entièrement raccordés au réseau. Nous avons raccordé tous les sites qui accueillent du public et les épreuves, mais aussi le village des athlètes ou celui des médias, en reléguant les groupes électrogènes, qui étaient jusqu'à présent la première solution, en les reléguant au second plan et en s'efforçant d'en mettre à disposition le plus sans CO2, c'est-à-dire soit sur batterie, soit à hydrogène. Et au-delà de ce qui est fait, c'est vraiment un changement de mentalité qui va changer le visage du secteur sportif et du secteur événementiel. Je voudrais finir mon propos en remerciant le président Pintat et toutes les équipes de la FNCCR, toutes les AODE qui font confiance à Enedis, et en saluant également ici de manière très solennelle et très sincère l'action de Pascal Sokolov, qui a quitté récemment ses fonctions de directeur général de la FNCCR, qui a été pour nous un interlocuteur de très haut niveau, je dois dire très exigeant, mais ça nous a permis aussi de progresser ensemble, et en souhaitant une pleine réussite à son successeur, monsieur Charles-Antoine Gauthier. Merci en tout cas pour l'invitation à m'exprimer devant vous, et évidemment un peu de temps pour répondre à vos questions. Merci. Très peu de temps pour répondre aux questions puisqu'il nous reste 2 minutes. On prend une question tout de suite. Monsieur. Monsieur qui est debout, le micro est à votre côté. Et là, le micro là-bas. Monsieur. Voilà. Merci. Rapide, s'il vous plaît. Bonjour. Lionel Lepoury, je suis vice-président au syndicat de l'énergie de la Manche, donc particulièrement impacté par Carion. Déjà, Madame la Présidente, moi aussi je m'associe pour remercier toutes vos équipes, agents, prestataires. Pendant 10 jours, on a été dans la boue, sous la pluie, ensemble. Par contre, j'ai une question. Vous avez missionné, à la suite de la tempête, un relevé des réseaux en hélicoptère. Je connais à peu près l'outil et vous avez un outil performant. En termes de résolution, il est capable de détecter un isolateur abîmé, un poteau, de détecter si un poteau est béton, s'il est abîmé. Ma question, elle est simple. Lors de notre renouvellement de PPI, vous êtes incapable ou peut-être ignorante de savoir combien on a de poteaux bois sur notre région. À l'unité. Madame. Merci pour cette question. J'ai eu l'occasion de rencontrer sur le terrain il y a très peu de temps
le président et les équipes de votre syndicat. Donc effectivement, avec beaucoup d'engagement des équipes d'Enedis Normandie dans le rétablissement de l'électricité pour... je rappelle qu'il y a 1,2 million de clients coupés du fait de la tempête Ciarán en Bretagne et en Normandie. Effectivement, ce sujet des poteaux bois fait partie de nos discussions, de leur identification, leur éradication. C'est un sujet qui est sensible pour vous et je pense que les équipes le savent et nous pouvons très volontiers, les équipes techniques d'Enedis sont là, poursuivre cette discussion tout à l'heure ou lors du déjeuner. Mais c'est un sujet qui est bien identifié. Deuxième et dernière question, monsieur. Oui, Yves Simon, président du syndicat de l'Allier. Madame la présidente, la politique contractuelle, quand elle réussit, il faut la souligner. Et je tiens à signaler que dans mon département, avec vos équipes, avec nos équipes, nous avons signé le contrat de concession dans les premiers départements de France. Et notre premier plan pluriannuel d'investissement, les travaux ont dépassé 50% des prévisions. Et le deuxième contrat, ce sera 30% de plus que le précédent. Et cette année, vous avez engagé des crédits pour doubler les capacités d'injection d'énergie nouvelle, d'électricité nouvelle, sachant qu'il faut aussi renforcer tous ces équipements parce que ça pose de nouveaux problèmes. Alors j'ai une question. Par rapport à tout ce qui nous est demandé aujourd'hui en autoconsommation, l'Allier a fait un PSAET pour chaque intercommunalité, le syndicat a financé un PSAET pour chaque intercommunalité. Nous travaillons beaucoup à l'autoconsommation, mais nous travaillons aussi beaucoup pour préparer nos marchés. Et il faut qu'on travaille encore plus dans la fiabilité des données que vous nous fournissez grâce à Linky, parce que dans nos marchés, dans nos collectivités, pour prévoir bien les choses, il faut des données fiables. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Et un très grand merci pour la première partie de votre intervention, car oui, l'Allier est une terre de plus en plus d'énergie renouvelable et nous savons adapter les investissements nécessaires tant du côté des consommateurs et des clients que du côté de la résilience du réseau. Donc merci pour ce témoignage de cette relation de confiance. Votre deuxième partie de question, oui, bien évidemment, l'autoconsommation, j'en ai peu parlé faute de temps, mais c'est un phénomène, c'est un changement majeur. En 2015, il y avait en France 3000 autoconsommateurs individuels. 2024, 480 000. Un producteur renouvelable sur deux, puisqu'il y a à peu près 900 000 sites de production renouvelables connectés à votre réseau et que nous opérons, 1 sur 2 est un autoconsommateur. Et ça, grâce au compteur Linky, je remercie le président Pinta, comme il l'a fait, une ode au compteur Linky, je m'en suis dispensée dans mon intervention, mais je pense que c'est... Enedis a déployé en temps, en heure et en dessous du budget un gigantesque programme industriel qui permet aujourd'hui à 37 millions de clients d'être équipés d'un compteur qui va les aider à compter à la fois ce qui est produit et ce qui est consommé dans l'autoconsommation. Et oui, chaque jour, c'est un chiffre qui va vous paraître gigantesque, mais nous produisons avec l'ensemble de cette chaîne communicante, parce que ce n'est pas seulement le compteur Linky, c'est aussi des concentrateurs, des organes de manœuvre, etc. Nous produisons 500 millions de données de consommation chaque jour. Et donc la fiabilité de ces données, la capacité à les produire de manière fiable et de manière qui puisse vous être utile, elle est évidemment au cœur de ce service public renouvelé. Et c'est bien la voie que nous avons empruntée. Et d'ailleurs, dans ce protocole d'accord que nous allons signer tout à l'heure, il y a une thématique autour de la donnée, mais c'est un sujet qui ne va pas cesser de bouger et qui va s'enrichir dans les 10 ans, les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans qui sont devant nous. Ce sujet de la donnée est absolument clé pour votre performance et pour la nôtre et pour notre collaboration. Donc on est bien dans cet état d'esprit. Merci beaucoup. Merci, madame. On pourra continuer. Je suis désolé, monsieur, vous continuerez au déjeuner parce que vous devez signer une convention. Vous voulez? Ah ben, si vous voulez, vous voulez. Hein. OK, bon, alors allez-y, monsieur. C'était juste une remarque. Patrick Houden, donc président du syndicat des énergies de l'Ardèche. Madame la Présidente, vous nous invitez à participer à un marathon olympique. Donc et des sprints en même temps. Oui, c'est sympa. Par contre, il faut que vous revoyiez vos propositions donc, sur les raccordements des gros producteurs, parce que tous les syndicats, ça ne correspond pas à la demande de tous les syndicats. Vous avez une demande importante et on veut participer là aussi pour vous accompagner et pour accompagner nos territoires, notamment les territoires les plus ruraux. Merci.
Président Couden a fait allusion, merci pour son intervention. Merci, monsieur. Et on en avait parlé quand on avait re-signé ensemble en Ardèche le contrat de caution, à cette demande à laquelle le protocole apporte une première réponse. Il faudra la mettre en œuvre ensemble et en faire le bilan ensemble, en restant dans un rapport équilibré, qui est celui du contrat de 2017, dans la maîtrise d'ouvrage entre la partie Enedis et la partie AODE. Mais c'est un sujet effectivement qui est sur la table et dans le protocole. Xavier Pintat. Oui, non, je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, et vos équipes d'avoir été à l'écoute. Et je voudrais aussi remercier Guy Orkabi, hein, le président. Là, je souhaitais qu'il soit avec nous parce qu'il a vu, il a travaillé avec vos équipes sur le détail du protocole d'accord qu'on va faire, et puis il a fait son conseil d'orientation. Donc, ce que je voulais dire au président Couden, c'est que moi j'ai le sentiment, si vous voulez, avant on disait il y a des clauses de revoyure, etc. On ne se revoit jamais. Bon. Là, je parle sous le contrôle de Christian Buchel, on a des clauses de revoyure, on se voit régulièrement avec France Urbaine, avec etc. Et on met au point les choses et on les fait évoluer. Alors c'est bien que le président Couden, il voudrait le grand soir du jour au lendemain. Bon, je pense qu'on progresse étape par étape, mais on a déjà beaucoup progressé parce que alors, il y a le raccordement des producteurs, mais il y a aussi tout ce qu'on a fait sur le terme I, sur l'article 8, sur beaucoup de choses. Et je crois que ce qui est important, c'est ce nouveau contrat de concession qu'on a signé, c'est pour réussir la transition énergétique. La transition énergétique, elle ne se réussit pas en un jour. Et comme vous l'avez dit, il y a plein d'interrogations, de raccordements, de choses qu'il faut prendre en compte. Et ça nous permet, en nous revoyant et en réajustant les choses régulièrement, de réussir parfaitement les choses. Et je crois que le président Couden, il va avoir à terme satisfaction sur ce qu'il veut faire. Mais là, je passe sous le contrôle de Guy. Et bon, on a fait les choses étape par étape. On va faire des essais. Et après, on réactualisera les choses. Parce qu'il y a quand même aussi un certain nombre de choses à régler. Et des pénalités qui peuvent être... Il y a des conditions techniques et réglementaires. Il faut qu'on se mette d'accord dessus. Ce n'est pas juste en claquant du doigt. Et puis, on en fera le bilan. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a de nombreux déjeuners et dîners de famille pour parler de ces sujets en toute transparence. C'est chouette. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos propos. Et l'action continue, bien évidemment.